Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la session 2.2 de l'accélérateur PME. Nous verrons aujourd'hui plusieurs actions à mettre en place dans le cadre de votre démarche RSE. Pour vous situer, nous sommes à l'avant-dernière session de l'accélérateur. Il nous restera une session sur le déploiement et le suivi de la démarche RSE, puis le programme sera fini. Donc, sur le plan du jour, nous allons tout d'abord avoir une petite introduction, puis nous verrons des exemples d'actions à mettre en place sur la partie environnement d'une démarche RSE, des exemples d'actions à mettre en place sur la partie droit humain, et enfin des exemples d'actions à mettre en place sur la partie anticorruption. Depuis la session précédente, si vous vous souvenez bien, nous vous avions proposé un plan d'action à mettre en place en 3 étapes. Premièrement, sur l'engagement de votre société vis-à-vis du développement durable, en déclarant publiquement, si ça n'était pas déjà fait, votre engagement vis-à-vis des principes et des 17 objectifs de développement durable, en mettant également en place un comité de pilotage RSE si ça n'était pas déjà le cas. En deuxième étape, nous vous avions proposé de définir vos priorités. Donc, pourquoi pas d'organiser un atelier pour identifier les sujets prioritaires à traiter et les indicateurs clés à sélectionner en, si vous vous rappelez bien, impliquant vos parties prenantes. Et enfin, troisième étape, nous vous avions proposé de définir des objectifs sur la base de référence des indicateurs, bien évidemment la priorisation des sujets, et encore une fois en prenant en compte les attentes, les envies des parties prenantes. Aujourd'hui, nous allons voir donc plus concrètement les actions qu'il est possible de mettre en place dans le cadre d'une démarche RSE sur plusieurs sujets. Vous allez le voir. Commençons tout d'abord avec quelques axes de conception d'un bon plan d'action. Premièrement, ce qu'il est important de faire, c'est de s'appuyer sur son comité de pilotage. D'une part, pour collecter les idées à mettre en place dans le cadre du plan d'action, mais également, vous le verrez plus tard, pour suivre la démarche RSE année après année. Deuxième conseil d'un bon plan d'action, c'est tout simplement de collecter le maximum d'idées d'un maximum de parties prenantes. Donc, collecter des idées de vos salariés, évidemment, de vos fournisseurs, de vos investisseurs, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être large dans ce premier listing d'idées. Vous pouvez le faire de façon assez classique, donc envoyer un mail à vos parties prenantes en leur demandant des suggestions, des recommandations, des idées. Vous pouvez le faire également de façon un peu plus innovante. Par exemple, on a plusieurs membres au sein du Pacte mondial qui ont mis en place des boîtes à idées à l'entrée de leurs locaux pour collecter les idées, ou qui mettent également régulièrement en place des temps d'échange sous forme d'ateliers pour collecter les idées, notamment de leurs salariés. Troisième conseil, c'est de travailler en entonnoir, c'est-à-dire d'abord, comme je viens de le dire, d'identifier le maximum d'actions sans les filtrer, que ce soit un filtre financier ou un filtre de faisabilité, puis ensuite seulement de sélectionner les actions à mettre en place. Donc, grâce à cette technique, vous allez pouvoir être beaucoup plus ambitieux, innovant, et également identifier des actions que vos concurrents ne font pas et donc vous différencier. Donc, ce sont 3 conseils de bon sens, mais essayez de les garder lors de la conception de votre démarche. Je vais maintenant vous présenter plusieurs actions que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. L'idée n'est bien sûr pas de faire une présentation exhaustive de tout ce qu'il est possible de faire. L'objectif est plutôt de vous présenter une première liste d'actions à mettre en place et vous allez voir de joindre à chacune des slides, des diapositives présentées, une publication ou un guide afin de vous permettre de creuser les sujets. Nous allons voir des actions relatives à l'environnement, sur les sujets de l'atténuation du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, de la biodiversité, mais également des financements parce que ça peut être un frein majeur à l'action. Ensuite, nous verrons des actions relatives aux droits de l'homme, sur les sujets de la lutte contre la discrimination, sur le sujet de l'égalité entre les sexes, et enfin sur le sujet de la protection des données personnelles. Par la suite, nous verrons enfin des actions pour lutter contre la corruption. Tout au long de cette présentation, n'hésitez bien évidemment pas à prendre des captures d'écran et à prendre des notes sur les actions que vous pouvez mettre en place directement de vos entreprises. Donc, commençons tout de suite par les actions relatives à l'environnement. D'abord, un petit rappel sur le bilan carbone. Le bilan carbone ou le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une méthode qui permet de déterminer combien de gaz à effet de serre sont émis par les activités d'une organisation
sur une période donnée. Généralement, ça peut être un an dans la plupart des cas. On utilise les termes de scope 1, scope 2 et scope 3 pour désigner le périmètre au sein duquel sont étudiées les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas du scope 1, on va retrouver les émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées à la fabrication du produit ou du service. Le scope 2 va regrouper les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires à la fabrication du produit ou du service. Et enfin, le scope 3, c'est tout le reste. Donc, ça va regrouper les émissions de l'achat des produits et des services, du transport amont et aval, de l'utilisation et de la fin de vie des produits vendus, des déplacements professionnels, domicile-travail, des déplacements clients, etc. En moyenne, ce scope 3 représente une très grosse partie du bilan carbone d'une entreprise. Ça peut être entre 60 et 80% en moyenne, mais ça peut monter encore plus haut. Par exemple, dans l'industrie automobile, le scope 3 peut représenter 95% des émissions d'une entreprise, notamment pour avoir un ordre de grandeur, parce que 80% des émissions liées à l'utilisation des véhicules et du fait de l'utilisation finale par le consommateur. Donc maintenant, je vais vous donner plusieurs actions que vous pouvez mettre en place pour réduire vos émissions. Pour commencer cette démarche, voici quelques bonnes pratiques très faciles à mettre en place qui proviennent du plan de sobriété énergétique du gouvernement. Une entreprise peut par exemple limiter le chauffage à 19 degrés, voire à 18 degrés dans ses bureaux, réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire dans ses bureaux, inciter au télétravail, inciter au covoiturage, privilégier le train plutôt que l'avion lorsque c'est possible. Donc, ce sont des actions très simples à mettre en place que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui et qui ont un effet immédiat à la fois sur la consommation énergétique de votre entreprise, donc sur vos dépenses, mais également, bien évidemment, et surtout sur vos émissions de gaz à effet de serre. Dans la même veine, vous pouvez agir dès aujourd'hui sur votre usage des équipements informatiques. Donc, par exemple, en paramétrant la veille des ordinateurs et des smartphones, en allumant l'imprimante uniquement au moment de son utilisation, parce que l'imprimante, lorsqu'elle est allumée mais qu'elle n'est pas utilisée, consomme. Donc, vous pouvez tout simplement l'allumer uniquement quand vous l'utilisez. En vérifiant que tout est bien éteint le soir, c'est une bonne pratique aussi à mettre en place. Et aussi, et c'est important, en cas de panne, essayez bien évidemment tout d'abord de réparer le matériel informatique. Et si ça n'est pas possible, pensez au réemploi et au matériel reconditionné. Sachez que les équipements informatiques peuvent représenter une part importante des émissions de votre entreprise. Par exemple, l'empreinte carbone d'un ordinateur fixe représente presque une demi-tonne d'équivalent CO2, ce qui est énorme. Si vous vous souvenez bien, on avait vu dans la session sur le climat et la biodiversité qu'une consommation moyenne de viande d'un Français sur un an est à peu près équivalent à une tonne. Donc on pourrait presque dire que l'empreinte carbone des appareils d'un ordinateur fixe, une demi-tonne, équivaut à presque 6 mois de consommation moyenne de viande d'un Français, ce qui est conséquent. En plus de ces bonnes pratiques, il semble bien évidemment nécessaire d'engager une réflexion à plus large échelle sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise. Pour ce faire, je vous invite fortement à consulter ce guide de l'ADEME qui vise à aider les entreprises dans la conception de leur plan de transition en répondant notamment à 3 questions clés. Premièrement, comment identifier une première liste d'actions? Deuxièmement, comment sélectionner les actions à mettre en œuvre? Et enfin, comment estimer le potentiel de réduction des émissions d'une action qu'on souhaite mettre en œuvre? Donc, ce sont 3 types de questions qui sont cruciales pour diminuer les émissions, notamment du scope 3. Donc, on parle bien évidemment des trajets des consommateurs, des déplacements de domicile-travail, des achats de produits et de services, des déchets, des transports de marchandises, etc. Ce qui, je me répète, représente la majorité généralement de l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc, il est important d'avoir une réflexion sur ces sujets et ce guide peut vous y aider. Ce qui peut également vous y aider, c'est d'échanger bien évidemment avec d'autres entreprises de votre secteur ou non pour confronter vos points de vue, partager vos bonnes pratiques. Et c'est également tout l'esprit du Pacte mondial Réseau France. Pour réfléchir, pour vous inspirer, vous pouvez également consulter les publications sectorielles du Shift Project qui ont été élaborées dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Donc, ce sont des documents d'une très grande qualité qui présentent des leviers de décarbonisation
pour rendre l'économie française compatible avec la limite des 2 degrés supplémentaires d'ici 2100. Plusieurs secteurs ont été analysés. Je vous invite fortement à consulter la publication qui correspond au secteur si cela vous intéresse. En plus de réduire ses émissions, pour contribuer à l'atténuation au changement climatique, votre entreprise peut également contribuer à l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire à mettre en place des actions pour réduire la vulnérabilité de notre société face au changement climatique. Donc, vous n'êtes peut-être pas très familier de ce concept, mais malheureusement, vous serez amené à en entendre parler de plus en plus. Par exemple, il y a quelques jours, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a dit qu'il était nécessaire de commencer à s'adapter à un réchauffement climatique de plus 4 degrés d'ici 2100 en France, ce qui est considérable. Donc, si ce sujet vous intéresse et vous souhaitez vous y impliquer, je vous invite fortement à consulter le guide sectoriel de l'adaptation au changement climatique du Comité 21, qui présente des actions à mettre en place dans plusieurs secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'eau, du BTP, des réseaux électriques, de l'agroalimentaire, de l'assurance, du transport et enfin du numérique et des télécommunications. Si vous souhaitez contribuer à l'adaptation au changement climatique de la France, n'hésitez pas à consulter les recommandations qui sont proposées dans ce guide. En plus du climat, il y a bien évidemment le sujet de la biodiversité lorsqu'on parle de l'environnement. Donc, voici quelques bonnes pratiques à intégrer sur ce sujet pour quotidiennement contribuer à une meilleure prise en compte de la biodiversité dans votre entreprise. Donc, premièrement, tout simple, conseil très basique, pensez à utiliser des produits d'entretien plus respectueux de l'environnement. Deuxième conseil, c'est de recréer des espaces et des conditions favorables à la biodiversité. Troisième conseil, c'est de bien choisir le lieu d'implantation de ces sites, c'est-à-dire de ne pas bâtir sur des zones à enjeux écologiques forts, mais plutôt de choisir de privilégier des lieux d'implantation déjà artificialisés. Et enfin, dernier petit conseil à mettre en place, c'est s'approvisionner en produits de saison, en produits de qualité et si possible également de proximité, et bien évidemment de réduire la consommation de viande, ce qui aura d'ailleurs également un impact sur votre contribution à l'atténuation au changement climatique. Donc si vous souhaitez d'autres actions à mettre en place sur le sujet de la biodiversité, je vous invite fortement à consulter ces 2 publications. La première du ministère de la Transition écologique, qui s'appelle Préservation de la biodiversité, quel rôle pour l'entreprise, et la deuxième d'Entreprise pour l'environnement, EPE, qui s'appelle Solutions des entreprises pour la biodiversité, changer d'échelle. Donc voilà, nous avons vu pas mal d'actions, de nombreuses actions que vous pouvez mettre en place pour agir en faveur de l'environnement. L'un des freins majeurs, évidemment, ça peut être le financement de ces actions, notamment pour les PME qui ont des ressources limitées. Et c'est pourquoi j'ai listé ici un certain nombre de dispositifs de soutien financier qui peuvent vous être très utiles. Donc, dans les aides, on a par exemple un crédit d'impôt jusqu'à 25 000 euros pour la rénovation énergétique des locaux, une prime à la conversion jusqu'à 9 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ou d'occasion, et enfin une subvention de l'ADEME jusqu'à 200 000 euros pour le financement d'études et d'investissements pour la transition écologique. En ce qui concerne les prêts, j'ai par exemple listé le prêt vert de l'ADEME BPI France jusqu'à 1 million d'euros, donc c'est assez considérable, pour financer des investissements pour la transition écologique. J'ai également listé le prêt Action Climat jusqu'à 75 000 euros pour financer des projets de transition écologique. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces aides et prêts et autres financements dans ce petit guide du gouvernement qui s'appelle « Les principaux dispositifs pour la transition écologique des TPE et PME ». Donc, nous allons maintenant vous présenter et voir des actions qui visent au respect, à un meilleur respect des droits humains. Commençons tout d'abord par le sujet de la non-discrimination, qui est l'un des piliers des 10 principes du pacte mondial. Il faut être notamment particulièrement vigilant lors de votre processus de recrutement. Donc, voici quelques points clés pour mettre en place un processus de recrutement qui vise à éliminer le maximum de discrimination possible. Donc, premièrement, définissez objectivement votre besoin. Donc, passez d'une définition d'un profil idéal, du mouton à 5 pattes, à une définition de compétences nécessaires pour le poste.
Deuxièmement, formaliser le recrutement, c'est-à-dire élaborer des outils qui visent à favoriser l'objectivité. Donc, ça peut être des fiches de poste, ça peut être des formulaires de candidature, des grilles d'entretien, etc. Troisièmement, lors de votre recherche de candidature, diffusez largement l'offre afin d'élargir le vivier de candidats. Par exemple, ne vous limitez pas au groupe d'alumni de votre école. Quatrièmement, sélectionnez des candidatures sans discriminer. Par exemple, en rendant anonymes les candidatures et en demandant uniquement des informations qui sont pertinentes avec le poste, donc en évitant de demander le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, la situation de famille, etc. Enfin, mener des entretiens non discriminatoires, donc poser uniquement des questions pertinentes et aidez-vous d'une grille d'entretien. Donc, si vous souhaitez creuser ce sujet, excusez-moi, vous pouvez consulter le guide du défenseur des droits qui s'appelle Pour un recrutement sans discrimination, qui est très bien fait et assez adapté aux PME. Donc, toujours sur le sujet des discriminations, on peut également s'intéresser plus en détail à des exemples d'actions qu'il est possible de mettre en œuvre pour agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, donc, voici quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre. Au niveau du recrutement, on vient de le voir, donc il est recommandé de créer des outils de recrutement pour objectiver la prise de décision. Donc, ça peut être une fiche de poste, une grille d'entretien, etc., afin d'éviter toute forme de discrimination. Au niveau de la formation et de la qualification, il est recommandé de donner la priorité aux personnes qui reprennent leurs activités après un congé familial, car ces personnes sont majoritairement des femmes. Au niveau de la promotion interne, il est recommandé de sensibiliser les managers aux stéréotypes de sexe qui peuvent leur rendre les femmes invisibles au moment des promotions. Au niveau de la classification, il est recommandé de réévaluer en priorité les rémunérations des emplois dévalorisés parce que ces emplois sont majoritairement tenus par des femmes. Au niveau des violences au travail, il est fortement recommandé d'engager une démarche zéro tolérance, c'est-à-dire que même pour les paroles ou les blagues qui peuvent paraître anodines, sanctionner. Si vous souhaitez creuser ce sujet, vous pouvez consulter le guide du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion qui s'appelle Égalité femmes-hommes, mon entreprise s'engage. Donc, on va maintenant s'intéresser à la protection des données, qui est un sujet tout à fait pertinent, car les données collectées par les entreprises peuvent empiéter sur le droit à la vie privée, qui est, je le rappelle, un droit reconnu par l'ONU. Pour éviter cela, voici quelques bonnes pratiques, quelques actions dans la gestion des données personnelles que vous pouvez mettre en place. Premièrement, l'idée va être de recenser vos fichiers. Donc, l'idée, c'est d'élaborer un registre qui va comporter, premièrement, l'objectif poursuivi par la collecte. Donc, ça peut par exemple être la fidélisation client. Deuxièmement, les catégories de données collectées. Donc, par exemple, le nom, le prénom, la date de naissance, le salaire, etc. Troisièmement, qui a accès à ces données. Et enfin, la durée de conservation de ces données. Deuxième conseil, faites le tri dans vos données. Donc, minimisez la collecte des données en éliminant de vos formulaires et de vos bases de données toutes les informations qui ne sont pas utiles ou qui ne sont plus utiles. Troisième conseil, respectez les droits des personnes. Donc, ça, c'est important à chaque fois que vous collectez des données personnelles, quel que soit le support utilisé d'ailleurs, que ce soit un formulaire, un questionnaire en ligne, etc. Vous devez y ajouter des mentions d'information. Vous pouvez par exemple retrouver des mentions type, modèle, sur le site internet de la CNIL. Enfin, pensez, et c'est important, à sécuriser vos données. Donc, par exemple, en mettant à jour vos antivirus, vos logiciels, et en demandant aux utilisateurs de changer régulièrement de mot de passe, par exemple. Pour creuser ce sujet, vous pouvez consulter le guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les PME élaboré par la CNIL et BPI France. Pour la dernière partie des bonnes pratiques thématiques, nous allons nous intéresser à la lutte contre la corruption. Donc, nous l'avions vu pendant une précédente session, la corruption peut toucher beaucoup d'entreprises, notamment des PME, y compris en France. Pour s'en prémunir, voici les bases d'une démarche anticorruption. Premièrement, identifier les risques. Est-ce que les risques de votre entreprise sont liés à vos activités à l'exportation, à vos relations avec des donneurs d'ordre, à vos relations avec des intermédiaires commerciaux? Identifier les risques. Deuxièmement, mettez en place des consignes. Donc,
Soyez clair sur vos politiques en termes de cadeaux, de conflits d'intérêts, etc. Et également, bien évidemment, informez-en les salariés, parce que si une consigne existe, mais qu'elle est méconnue ou qu'elle n'est pas connue par les salariés, elle n'aura que peu d'impact. Troisièmement, mettez en place une procédure pour permettre aux salariés d'alerter sur les situations douteuses. Et on verra un peu plus en détail de quoi il en retourne. Ça s'appelle un mécanisme d'alerte. Quatrièmement, sanctionner si les consignes ne sont pas appliquées. Pour avoir la méthodologie complète de cette démarche, je vous invite à consulter le guide de l'AFA, donc de l'Agence française anticorruption, qui est très bien fait. Donc voilà, on a vu pas mal d'actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui assez simplement dans vos entreprises sur les sujets sociaux et environnementaux. Et je vais, pour terminer, pour clôturer cette session, vous montrer 3 derniers exemples, 3 derniers conseils pour passer à l'action. Premièrement, et je me répète, formez vos salariés. C'est vraiment primordial, à la fois formez-les sur les enjeux du développement durable, donc expliquez-leur pourquoi votre entreprise s'engage et pourquoi c'est important qu'elle s'engage sur les enjeux sociaux et environnementaux, mais bien évidemment, formez-les également sur les nouvelles pratiques, les nouvelles actions que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de votre démarche. C'est très important et je peux vous dire avec certitude que votre démarche sera un échec si vos salariés ne comprennent pas pourquoi elle est nécessaire et ce qu'on attend d'eux. Deuxièmement, pensez à réviser votre politique d'achat en intégrant prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. On l'a vu dans le cadre du bilan carbone, les achats de biens et de services peuvent constituer une part importante de votre bilan carbone et donc c'est aussi très important d'agir sur ce sujet. Troisièmement, pensez à mettre en place un mécanisme d'alerte, donc on le voyait il y a quelques secondes, qui consiste en fait à un dispositif qui permet à vos salariés ou vos parties prenantes de vous alerter sur des risques environnementaux et sociaux. Ça peut tout simplement être une adresse mail qui peut être contactée anonyme pour permettre encore une fois à vos salariés et vos parties prenantes de vous alerter. Ce sont 3 conseils également de bon sens, mais qui peuvent vous aider à mettre en place une démarche RSE efficace. Lors de la prochaine session, nous verrons comment déployer et suivre cette démarche RSE, notamment avec la communication sur le progrès du pacte mondial. Ce sera la dernière session de l'accélérateur qui clôturera donc cette première édition. D'ici la prochaine session, je vous invite encore une fois à quelques actions. Premièrement, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser un atelier pour préciser les actions à mettre en place dans le cadre de votre démarche RSE afin d'atteindre vos objectifs d'entreprise. N'hésitez pas encore une fois à inviter vos parties prenantes à cet atelier ou à défaut, veillez au moins à collecter et à prendre en compte leurs attentes. Vous pouvez également vous aider des fiches actions qui sont disponibles dans le pack d'activités. Voici la trame, voici le modèle type. L'idée est, dans un document unique, de synthétiser à la fois sur un sujet prioritaire, à la fois les indicateurs clés, les objectifs fixés par l'entreprise, l'échéance, la base de référence et le plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qui le fait, quand on le fait, comment on le suit et quel budget est mis en place par l'entreprise. Voici un petit exemple sur le sujet du climat. Donc, l'entreprise a sélectionné comme indicateur clé, ce qui semble le plus pertinent, la tonne équivalent CO2. Son objectif est de diviser par 2 ses émissions sur le scope 1, 2 et 3, partant d'une base de référence de 150 tonnes équivalent CO2 en 2021, avec une date butoir en 2030. Son plan d'action se découle ainsi, avec d'une part des éco-gestes, des rénovations énergétiques, des produits qui seront éco-conçus, et également une politique d'achat révisée, avec aussi la flotte de véhicules qui sera verdie. Donc, vous voyez sur une slide assez synthétique, vous pouvez retrouver toutes les informations clés sur un sujet donné de votre politique RSE. Ça peut être assez intéressant à mettre en place. Je vous remercie d'avoir suivi cette session et je vous dis à la prochaine. Très bonne journée.